Le docteur Bernadette Dupuis, qui est docteur en médecine et instructrice de méditation pleine conscience, MBSR et MBPM. Elle s'est orientée vers les secteurs préventifs et en parallèle, elle a suivi des formations pour approfondir la relation d'aide. Vous aurez la possibilité naturellement, après son exposé, de lui poser vos questions. Même chose pour les deux autres intervenants qui suivront par après. Mais assez parlé, comme j'ai dit, je place la parole à Bernadette pour venir nous parler un peu plus de la pleine conscience. Merci beaucoup. Bonjour, je suis vraiment ravie d'être ici parmi vous pour vous parler de ce sujet qui m'enthousiasme beaucoup, la pleine conscience. Alors voilà, quel est le programme? D'abord, je vais introduire quelle est la situation pour les soignants aujourd'hui. Ce qu'est la pleine conscience, en définissant la pleine conscience et en parlant de ses effets. Et puis quelques écueils, ce que n'est pas la pleine conscience. On parlera de l'intérêt spécifique de la pleine conscience pour les soignants. Je donnerai quelques pistes concrètes et puis on fera une courte pratique avant de conclure et puis d'écouter vos questions éventuelles. Alors, être soignant, prendre soin, c'est bien sûr le plus beau métier du monde. Et pourtant, ce n'est pas un métier facile. On sait qu'il y a beaucoup de souffrance pour l'instant dans cette profession. À la fois souffrance des soignés, de par leur pathologie, mais également peut-être aussi de par les caractéristiques de la relation qui les lie avec les soignants, parfois trop peu de temps, trop peu de présence, trop peu d'écoute. Et puis la souffrance des soignants, qui est importante, qui est multifactorielle. Et aujourd'hui, il ne se passe pas un jour où les médias ou la presse ne nous alertent pas sur les difficultés que vivent les professionnels de la santé. Et j'ai ainsi relevé plusieurs titres dans des journaux, des magazines. À l'hôpital, le malaise des soignants n'a jamais été aussi important. Hôpital en crise, bilan alarmant de l'état psychologique des professionnels de la santé. Un soignant sur deux est ou a été concerné par le burn-out dans sa carrière. La souffrance des soignants est inodore, incolore et pourtant réelle. Conditions de travail à l'hôpital, souffrance du personnel soignant. Souffrance au travail, pénibilité du travail infirmier. Infirmiers, 30% des nouveaux diplômés abandonnent dans les 5 ans. Et donc tout cela peut nous mener à ce tableau, un tableau que vous avez déjà peut-être vu, où vous retrouvez peut-être beaucoup de choses qui font partie de votre réalité, avec de l'épuisement, de la fatigue, un sentiment d'incompétence, et tout cela peut mener au burn-out. Alors, pourquoi les soignants sont spécialement vulnérables? Je parlais de causes vraiment multifactorielles. Mais il y a déjà cette énergie illimitée à répondre aux demandes. Les nombreuses demandes, à la fois les demandes des patients, et certains patients sont peut-être de plus en plus exigeants. Il y a les demandes des collègues, il y a les demandes des institutions, il y a les demandes des familles des patients aussi. Et tout cela avec cette réalité aujourd'hui où on sait qu'il y a quand même un manque cruel de personnel, et donc vous êtes moins pour faire toujours plus. Alors, il y a ce contact permanent avec la douleur, la maladie, la souffrance et la mort qui, bien sûr, ont un impact majeur et peuvent entraîner ce qu'on appelle la fatigue de compassion. C'est cet épuisement émotionnel lié à l'expérience sans limite de la souffrance de l'autre. Alors, en général, les personnes qui choisissent ce métier de se dédier aux autres ont elles-mêmes une conscience professionnelle très, très importante qui va les pousser à s'occuper du bien-être du patient avant leurs propres besoins. Et donc, ont une certaine difficulté parfois à prendre soin d'elles-mêmes. Et tout cela, tout ce tableau peut nous mener à une difficulté, vraiment, au niveau des soins, avec une perte de concentration, des troubles de l'attention, des difficultés de communication, des difficultés à prendre des décisions appropriées, une perte de l'empathie, de l'irritabilité, et le tout va appauvrir la qualité de la vie au travail des soignants et également va avoir une relation sur la relation de soins, un impact sur la relation de soins, pardon. Alors, par rapport à ce tableau qui est bien sombre, mais je pense qu'il ne vous étonnera pas qu'il y ait quand même une réalité,
Que pouvons-nous faire? Il y a bien sûr des mesures générales, organisationnelles, ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Mais il y a des mesures individuelles. Lorsque nous donnons beaucoup, il est important aussi de pouvoir un peu recharger ses batteries. Il y a John Kabat-Zinn qui dit quand il y a beaucoup de retraits, il faudra faire des dépôts. Et recharger ses batteries, ça dépend un peu de chacun. Ça peut être en contact avec la nature, ça peut être faire du sport, ça peut être de l'art, ça passe par une bonne alimentation, par un bon sommeil. Mais il y a également des outils, des techniques telles la sophrologie, l'hypnose. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine conscience. Donc, je ne peux pas vous parler des autres outils que je connais moins. Je vais vous parler de la pleine conscience. Alors, c'est quoi la pleine conscience? On est souvent surpris du temps que nous passons dans nos têtes à être vraiment tout à fait ailleurs que où nous sommes vraiment. On peut faire des tas d'activités alors qu'on n'y est pas vraiment, mais on est dans nos têtes, dans les souvenirs, nos préoccupations, nos rêveries, nos commentaires, nos jugements, nos planifications, et absolument pas présent où nous sommes. Un exemple, c'est lorsque nous prenons notre douche. Il apparaît régulièrement que lorsqu'on prend sa douche, je suis tout à fait ailleurs dans mes pensées et peut-être même avec mes collègues. Alors, ces quelques phrases ont peut-être fait écho chez vous. J'ai l'impression de me disperser, de courir comme une poule sans tête. J'ai du mal à me concentrer, à rester centrée sur ce qui se passe dans le moment présent. Je remarque peu les signes de tension physique jusqu'au moment où ils deviennent criants. Je ne peux pas m'arrêter de penser. Je fonctionne souvent sur un mode automatique, sans avoir vraiment conscience de ce que je fais. Il m'arrive d'écouter quelqu'un d'une oreille tout en faisant autre chose en même temps. Je mange parfois machinalement sans savoir vraiment ce que je suis en train de manger. Je rumine mes soucis alors que je suis avec un patient. Je m'aperçois que je suis rentrée chez moi sans m'en rendre compte en pensant à autre chose. Mes jambes ou ma voiture ont trouvé le chemin sans moi. Je ressens une angoisse diffuse, toujours présente. Alors je ne sais pas si vous vous retrouvez dans certaines de ces phrases, peut-être une, peut-être deux, peut-être plus, ça ne m'étonnerait guère. Mais donc, en quoi la pleine conscience va nous aider vraiment en intensifiant notre présence à l'instant présent, va nous aider justement à être plus présents et pouvoir sortir de nos comportements automatiques et de nos ruminations. Alors avant de parler vraiment de pleine conscience, je voudrais revenir sur ce terme, mindfulness. Ce terme mindfulness a été donné par Thich Nhat Hanh, qui est un moine vietnamien, qui a été exilé du Vietnam et qui a fondé le village des Pruniers en France, que certains connaissent peut-être. Et c'est lui qui a traduit le terme sati en pali par mindfulness. Mindfulness a été traduit en français par pleine conscience. Et ce terme pleine conscience ne plaît pas à certains parce qu'on pourrait entendre dans pleine conscience le fait de la conscience. Ça dit que je suis encore dans ma tête, vous allez voir la pleine conscience, c'est pas ça. Et puis pleine, je ne sais jamais être pleinement attentif non plus. Et donc pour certains, ils préféreront parler de pleine présence, voire encore de présence attentive. Dans la suite de l'exposé ici, moi je parlerai de pleine conscience, mais vraiment avec cette connotation de présence attentive. Alors qu'est-ce que la pleine conscience? John Kabat-Zinn nous en donne cette définition. Il s'agit de porter délibérément son attention sur le moment présent, à ce qui se déploie en moi et autour de moi, moment après moment et sans jugement, avec bienveillance. Et donc cet entraînement de l'esprit repose sur l'ouverture à l'expérience qui se déploie à ce moment, pouvoir s'arrêter et être vraiment présent à ce qui est là, d'une certaine manière, sans jugement, sans filtre et avec bienveillance. Et donc cette capacité nous permet de nous recentrer par rapport à nous-mêmes et au monde, et comme je le disais, sortir de nos comportements automatiques et nos ruminations. On va en parler plus tard. Et vous avez quelques exemples. Quand je mange, je mange. Quand je range le lave-vaisselle, je range le lave-vaisselle.
et quand je prends ma douche, pour revenir à l'exemple précédent. Vous avez cette phrase aussi de Montaigne, cet auteur français du XVIe siècle, qui avait déjà bien compris ce que c'était que la pleine conscience, puisqu'il nous dit « Quand je danse, quand je dors, rien de plus simple. Et quand je me promène seul dans un beau verger, il peut arriver que pendant un certain temps, mes pensées soient accaparées par des sujets étrangers à ce qui m'entoure, mais le reste du temps, je fais en sorte de les ramener à la promenade, au verger, au plaisir d'écouter la solitude et à moi-même. » Alors, en Occident, c'est Jon Kabat-Zinn qui a vraiment œuvré pour la diffusion de la pleine conscience. Jon Kabat-Zinn est un docteur en biologie moléculaire américain qui a fondé un programme de pleine conscience, programme dit MBSR. Non, attendez, là j'ai été trop vite. Voilà. MBSR, donc Mindfulness Based Stress Reduction. La réduction du stress basée sur la pleine conscience. Le stress est ici dans le terme, pas uniquement le stress comme on le connaît, mais plutôt un terme plus général de souffrance. Ce programme qui repose sur en fait 8 séances hebdomadaires de 2h30, j'en parlerai un peu après, a d'abord été diffusé dans les années 80, début des années 80 dans les hôpitaux, à la fois pour le personnel soignant et puis pour les malades. Et puis c'est rapidement diffusé hors des hôpitaux pour atteindre un peu tous les milieux. Les milieux des entreprises, les milieux sportifs, les prisons, les écoles, et tout un chacun. Alors, dans les années 2000, c'est apparu en Europe, donc il a fallu un peu plus de temps pour que ça arrive en Europe. En Europe, quelques noms peut-être que vous connaissez, comme Christophe André, un psychiatre français qui a vraiment bien aidé à la diffusion de la connaissance de la pleine conscience. Et en Belgique, on parlera d'Edelmax, un psychiatre anversois, et peut-être que vous connaissez aussi Ilios Kotsou, qui a fondé Émergence. De ce programme sont issus d'autres programmes qui ont pour des sujets plus spécifiques. Il y a le MBCT qui est plus destiné aux personnes qui ont des dépressions pour éviter la rechute dépressive. Il y a le MSC, programme plus pour l'autocompassion. Le MBCTL destiné au personnel soignant. Des programmes spécifiques pour les enfants. Et le MBPM, qui est un nouveau programme développé, lui, en Angleterre dans les années 2000 et qui commence seulement à apparaître en Belgique, qui, lui, est destiné aux personnes présentant des pathologies ou des douleurs chroniques. Alors, vous avez ici une photo de Mathieu Ricard, certains connaissent peut-être, et Mathieu Ricard, là, il est devant un appareil d'imagerie médicale. Et pourquoi je vous montre cela? Parce que de nombreuses études ont été faites pour démontrer les effets de la pleine conscience. Et entre autres, Mathieu Ricard a joué le jeu où il a passé vraiment des heures dans ces IRM, entre autres avec les travaux de Stephen Loreis, que certains connaissent peut-être, qui est un neurologue liégeois, et qui a vraiment permis de voir au niveau, vous avez peut-être vu des photos du cerveau de Mathieu Ricard avec des couleurs, et qui permet de voir vraiment que le fait de méditer va développer certaines zones particulières du cerveau. Et donc c'est vraiment intéressant parce que jusque dans les années 90, on pensait que le cerveau, il perdait des neurones et que tout ce qu'on faisait, c'était perdre des neurones. Et on a constaté, cela dit maintenant, qu'il y a une certaine neuroplasticité au niveau du cerveau, que certaines cellules du cerveau peuvent se refaire, des nouvelles connexions peuvent se faire. Et ainsi, on a pu démontrer que chez des personnes qui méditaient régulièrement, on peut avoir une diminution de la taille de l'amygdale. L'amygdale, c'est une petite zone située là à l'arrière qui fait partie de notre cerveau archaïque et qui est le siège des émotions et du stress. On peut voir une diminution de cette zone et par contre, au niveau du cortex préfrontal, on va avoir une augmentation de la densité de la substance grise. Et ce cortex préfrontal sera le siège de l'attention, la concentration. Donc, c'est quand même intéressant de se dire, tiens, quand je médite, même mon cerveau va se transformer. Alors, quels sont ces effets de la pleine conscience ? De multiples études ont été réalisées. Si vous tapez effet de la pleine conscience sur Internet, vous tombez sur des centaines d'études. C'est pas ça que je voulais.
Alors, il y a bien sûr la diminution du stress. Le stress, on sait qu'il est omniprésent, il est inévitable, il fait partie de nos vies. On dit que jusqu'à 75% des consultations médicales chez un généraliste ont un lien avec le stress. Et donc, lorsque nous sommes en proie avec un stress, nous avons notre organisme qui réagit en sécrétant de l'adrénaline, du cortisol, hormones qui vont nous permettre de mobiliser nos ressources mentales et physiques pour pouvoir avoir une réponse adéquate, qui sera dans la fuite, le repli ou l'agressivité. Et puis voilà, le stress diminue, les hormones reviennent à la normale, tout va bien. Sauf que le stress actuellement, il devient beaucoup plus chronique, avec une sécrétion de cortisol qui reste élevée, et le cortisol peut abîmer les cellules. Et on connaît tous les effets du stress à long terme au niveau de nos organismes, que ce soit au niveau de certaines pathologies cardiaques, avec de l'hypertension, des troubles du rythme, au niveau digestif, des ulcères, des colopathies fonctionnelles, des problèmes de contracture, de douleurs au dos, des maux de tête, etc. De nombreuses études ont tout à fait validé l'effet de la pratique de la pleine conscience au niveau du stress et de ses représentations, avec également une baisse de l'anxiété. Alors, on parle aussi d'une meilleure gestion des émotions. Le terme gestion, j'aurais dû le changer parce que gestion, c'est un peu trop, je gère mes émotions. Or, on ne sait pas gérer ses émotions. J'ai envie de dire plutôt apprivoiser ses émotions. Et c'est d'autant plus important dans la relation d'aide où beaucoup d'émotions sont en jeu, à la fois les émotions du patient, mais à la fois les émotions du soignant. Et donc, ça nous permet de prendre une plus grande distance, d'avoir une meilleure éthique et une meilleure relation d'aide. Diminution de la rechute dépressive, là, entre autres par ce programme bien particulier MBCT. Des effets sur la douleur, non seulement par rapport à, on a noté peut-être même une diminution de la sensation de douleur, peut-être moins de pensées aussi catastrophisantes. Moi j'appelle catastrophisantes ces pensées, ça va jamais s'arrêter, ça va empirer. Et alors aussi, quand il y a une douleur importante, une douleur chronique, il y a à côté de cette douleur aussi toute une série d'émotions, de pensées qui vont vraiment pas nous aider et qui vont vraiment augmenter à la souffrance, qu'on va appeler souffrance secondaire. Et donc la pleine conscience peut vraiment nous aider à adoucir cette souffrance secondaire. Alors une amélioration de l'attention, de la concentration, j'en ai parlé même structurellement, c'est bien important dans vos métiers où si vous faites un soin vraiment qui demande une certaine responsabilité, une injection bien particulière, si vous avez la tête complètement ailleurs, ça risque de poser problème. Amélioration de l'estime de soi et de la capacité de prendre soin de soi et des autres. Amélioration de la qualité du sommeil. Les personnes qui ont des troubles du sommeil et qui ont du mal à s'endormir, souvent au moment de s'endormir, vont avoir une hyperactivité mentale. Et c'est le moment où on est en plein dans les ruminations, voire un peu dans l'anxiété. Et la pleine conscience, en nous permettant de nous désengager justement des ruminations, on va voir pourquoi, comment plus tard, va peut-être proposer un désengagement et un état plus propice à l'endormissement. Un meilleur système immunitaire et puis un effet sur certaines manifestations cutanées, comme le psoriasis. Alors vous vous dites, mais c'est magnifique tout ça, c'est merveilleux, la pleine conscience, c'est la panacée, c'est la baguette magique, si j'avais su. Et donc, il y a quand même beaucoup de croyances, de fausses croyances par rapport à la pleine conscience. Et entre autres, ce n'est pas un outil de performance. Il n'y a pas à réussir quelque chose. On a déjà tellement d'injonctions. Il faut bien manger, il faut faire du sport. Puis maintenant, on va rajouter il faut faire de la pleine conscience dans une idée d'être plus efficace, plus performant, de réussir quelque chose, de contrôler. Et si on est dans cette démarche, ça ne va absolument pas fonctionner parce que on risque juste de se mettre dans une certaine situation d'échec. J'ai l'impression que j'y arrive pas, les autres y arrivent, c'est moi qui ai un problème, ou bien c'est pas pour moi, et je peux aller dans l'auto-jugement, le dénigrement. Donc, il n'y a vraiment rien à réussir. Comme je dis, c'est pas un coup de baguette magique, ça demande vraiment un entraînement, de la patience, et on sait bien que la patience n'est pas la vertu principale dans notre société. Et pourtant, on dit toujours qu'on ne va pas faire pousser une plante verte
plus rapidement si on tire sur ces feuilles. La bonne nouvelle, c'est que c'est accessible à tous. On a tous la capacité de pouvoir s'arrêter et d'être juste là, juste présent. Alors, ce n'est pas un travail d'analyse, de raisonnement. On n'est pas encore dans sa tête. Nous sommes déjà tellement souvent dans nos têtes. Donc, la pleine conscience va nous faire revenir au corps par certaines pratiques notamment qu'on appelle de scan corporel, où on va aller à la découverte des sensations des différentes parties du corps, sensations du corps au repos. On va également aller à la découverte des sensations du corps lors de certains mouvements doux. Et finalement, cela va nous aider à rendre... Parce que le corps, souvent, on le ressent que quand on a dépassé les limites, que quand la douleur est là. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir redonner au corps, je peux sentir des choses avant d'être tout à fait à bout. Et le corps, finalement, c'est ce rôle de nous informer. Alors, c'est pas s'arrêter de penser, faire le vide dans sa tête. On voit tous cette image, où on a des personnes qui ont l'air de méditer, et c'est merveilleux, elles sont complètement zen, tout va bien. Or, qu'est-ce qui se passe? Quand je commence à méditer, je suis assaillie de pensées. Et c'est tout à fait normal, parce que notre cerveau fabrique de la pensée, tout comme nos poumons respirent, tout comme notre cœur bat. Et vouloir se dire « je veux arrêter de penser », c'est tout à fait illusoire. Certains chercheurs ont estimé qu'on avait jusqu'à 60 000 pensées par jour. C'est notre lot. Voilà. Et donc, vouloir se dire « je ne vais pas penser », au contraire, dire « je ne veux pas penser, je ne veux pas penser », hop, les pensées vont revenir encore avec plus de vigueur. Mais souvent, quand je m'arrête comme ça pour faire une petite pratique de méditation, c'est alors que je vais me rendre compte que les pensées sont encore plus là. Mais en fait, elles sont présentes tout le temps, les pensées. Alexandre Jolien, un philosophe suisse, lui, il parle de ce bavardage permanent. Il l'appelle ma radio mentale FM. Alors voilà, je ne peux pas couper le son de cette radio. Mais ce que je peux faire, c'est peut-être quand même un peu diminuer le son en ayant un autre rapport par rapport à mes pensées. Et plutôt que de plonger dans leur contenu, si je peux mettre un petit peu de distance et voir les pensées pour ce qu'elles sont, voilà, c'est simplement des... La pensée, c'est quoi? C'est une représentation mentale dans mon cerveau qui apparaît et qui disparaît. Et donc, on parle de cette image de nuages dans le ciel, voir les pensées comme des nuages dans le ciel. Alors, la pleine conscience n'est pas un exercice de relation. Nous ne cherchons pas à être zen à tout prix. On deviendrait des zombies. Bien sûr, certaines pratiques vont aider à un certain relâchement. Mais à la fois, nous sommes des êtres humains. Et des êtres humains, on peut être irrité, on peut être agité, on peut être en colère. Et donc, lorsque je m'installe pour méditer, je pourrais dire « Oh là là, ça ne va pas du tout, je suis complètement agité, et puis mon esprit est complètement surchargé, je zappe d'une pensée à l'autre, c'est tout à fait raté, c'est pas pour moi, je ne sais pas méditer. » Or, il n'y a pas moyen d'échouer en méditation, puisque méditer, c'est juste être présent avec ce qui est là, et ça va peut-être être le calme, le relâchement, et un esprit plus spacieux et doux, mais ça peut être aussi des émotions difficiles ou une agitation. Et c'est juste là, il n'y a rien à changer, rien à atteindre, rien à obtenir, mais s'ouvrir à ce qui est là. Alors, pourquoi la pleine conscience pour les soignants? On va passer en revue ces différents éléments. Donc, la présence et la stabilisation de l'attention. Donc, le fait de pouvoir être présent va nous aider à sortir de ce pilotage automatique et du coup à permettre la perception d'un petit espace. Il se passe quelque chose quand je réagis de façon automatique ou hop, je me rue sur la réponse. Le fait de pouvoir s'arrêter, ok, qu'est-ce qui se passe? Prendre simplement une petite respiration peut m'aider à choisir une réponse qui sera peut-être plus adéquate ou plus appropriée. On parle de ce petit exercice qui serait le stop. Un événement arrive, stop avec S comme stop, T pour take a breath, je respire, O pour j'observe, qu'est-ce qui se passe, mes pensées, mes sensations, mes émotions, et puis P, proceed, j'agis. Et parfois, ça peut être de ne pas agir, c'est de laisser aller les choses.
Donc on est vraiment en train de faire un choix conscient de la réponse qu'on donne aux événements, plutôt que de s'y ruer de façon tout à fait réactive et automatique et peut-être d'avoir des mauvaises réponses. Je voudrais vous lire des commentaires de quelques collègues par rapport à ces différents points. Donc c'est des collègues qui ont fait des pratiques de pleine conscience, soit qui m'ont eux-mêmes donné ces témoignages, soit que j'ai pu lire dans un livre de personnel soignant et que je trouve très éclairant. Plusieurs aspects de la pleine conscience peuvent avoir un impact sur la qualité de soins et la qualité de vie au travail. Une dimension m'a semblé particulièrement pertinente au regard de la problématique du manque de temps, c'est celle de l'attention. Le développement de l'attention et de la présence attentive est une compétence qui peut réellement m'aider à vivre différemment le temps de présence auprès des patients. L'expérience de l'attention calme me permet de quitter ce sentiment d'échec de la mission de soins. Alors, la capacité à être en contact avec ses propres sensations corporelles, j'expliquais tout à l'heure, redonner au corps la mission de nous informer. Je sens mon cœur qui palpite, je sens que mes jambes sont lourdes. Et combien de fois le soignant n'est-il pas dans des matinées un peu coup de feu là, à courir dans tous les sens et à même pas prendre le temps de boire une gorgée d'eau ou même d'aller à la toilette parce qu'il n'a pas le temps. Et donc, c'est quand même important de « tiens, là, j'ai soif, tiens, je vais aller à la toilette. Ok, et je prends soin de mes propres besoins. » J'entends des petits commentaires ou des petits sourires. Je serais ravie de les entendre par après. Alors, un exercice donc, par rapport aux pensées. Donc, comme je le disais, les pensées ne sont pas des faits. Non, excusez-moi, je voulais vous lire aussi un petit commentaire par rapport au fait de retrouver ces sensations corporelles d'une des collègues. Ce qui m'a semblé le plus évident au cours de cette approche de pleine conscience est le peu de ressenti que je parvenais à identifier dans mon corps. De mon incapacité à discerner mes sensations corporelles, ceci présente un avantage car je ne prête pas grande attention aux inconforts physiques que je supporte habituellement bien. Mais ce qui a été une découverte pour moi est que le ressenti corporel pouvait m'aider à identifier mes émotions et donc peut-être à mieux comprendre mes besoins. Donc revenons sur les pensées, ce blabla incessant. Et donc, pouvoir prendre conscience des pensées, vous savez, toutes ces pensées qui peuvent arriver en boucle. J'arrive au boulot, je suis un peu stressée, il s'est passé des choses avant à la maison, et j'ai cette pensée, ça va être une journée pourrie. Et en plus, je sais que dans le service, il manque du personnel, et que je vais courir encore, et je vais jamais y arriver. Et j'ai cette pensée qui me vient. Les pensées ont un pouvoir énorme. Cette pensée, qu'est-ce qu'elle va générer? Probablement une émotion peut-être de découragement, ou d'irritation, ou de tristesse. Et tout cela va même générer peut-être une certaine action. Et que si une collègue me dit quelque chose, je vais peut-être la rembarrer tellement je suis irritée, énervée. Et donc prendre conscience déjà, ok, ça va être une journée pourrie, c'est juste une pensée. Est-ce que je peux juste la laisser passer plutôt que de plonger et la prendre pour une réalité? Donc souvent on dit les pensées ne sont pas des faits. À nouveau un petit témoignage. Dans mon esprit, les commentaires sont à peu près incessants sur moi, les autres, les événements. Ces commentaires ne surviennent pas lorsque je suis attentive dans la relation à l'autre, attentive à un patient. L'arrêt du pilote automatique mental me donne un temps de repos, une respiration. Cette diffusion avec mes pensées m'ouvre un espace de liberté volontaire. Entre le stress et la réponse, je peux prendre un temps pour finalement avoir une attitude plus en lien avec qui je veux être. Un autre commentaire. Je me rends compte du nombre des pensées qui tournent, que j'appelle rumination ou blabla. Et je me dis stop. Ce sont des pensées, ce n'est pas la réalité. Fais la différence. C'est tout un travail, mais qu'est-ce que cela peut m'aider? Alors, travail aussi au niveau des émotions. Comme je le disais tout à l'heure, pouvoir reconnaître l'émotion qui m'habite. Les émotions sont des systèmes intelligents qui nous parlent. Est-ce que c'est intéressant d'écouter? Si
je suis constamment dans l'irritabilité, je peux quand même un peu me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis si j'arrive près d'un patient et que je me rends compte que celui-là, waouh, il m'énerve. Déjà en prendre conscience plutôt que de lui répondre de façon à nouveau automatique. Déjà prendre conscience, ok, il m'énerve, je respire un bon coup, voilà, c'est là. Et puis peut-être que ma réponse sera différente. Peut-être. Peut-être. Un témoignage par rapport à cela, un exercice de pleine conscience qui compte pour moi aujourd'hui est la météo intérieure. Je l'utilise régulièrement et plus particulièrement lorsque je rentre chez moi. Effectivement, je me rends compte que souvent, après une journée bien chargée, je rentrais agacée ou énervée et les actions que je donnais à mon entourage étaient en fonction de cet agacement ou énervement. Cela me permet de créer un sas entre le travail et le domicile, de faire le point et de prendre de la distance, d'être moins dans les automatismes. Comment je me sens au moment où je rentre? Quelles sont mes émotions? Font partie de mes questions journalières. Je fonctionnais comme un rouleau compresseur, avançant, écrasant sur son passage la plupart des émotions négatives. Pour moi, les reconnaître, c'était d'écouter dans le sens péjoratif, pleurer sur soi, s'immobiliser, être centré sur soi-même, pleurnicher, entrer dans la plainte. Ce fut un réel soulagement que de faire le constat que je pouvais avoir des émotions négatives. J'avais le droit de les reconnaître, de les observer, de les accueillir, sans pour autant que ces dernières représentent une entrave à mon évolution, bien au contraire. Alors la pleine conscience peut nous aider à développer la compassion, cette qualité qui soutient et accompagne le patient en comprenant l'émotion, en l'accueillant sans la partager, sans se faire envahir. Et là, des travaux intéressants ont été réalisés, entre autres, par Tania Singer, qui est une neurobiologiste allemande, qui a fait des travaux vraiment à grande échelle pour voir les modifications de nouveau au niveau du cerveau par rapport à les pratiques de compassion, de bienveillance. Alors, on va avoir également un effet au niveau de la communication. Si je suis plus centrée, si je comprends mieux quelle est mon émotion qui m'habite, je parlais tout à l'heure d'irritation, de colère, je peux peut-être faire un peu de côté et répondre d'une autre façon à ma collègue ou voir à un patient. C'est intéressant de voir où est-ce que je suis quand j'écoute l'autre. Parfois, je suis entièrement dans l'histoire de l'autre, je me laisse submerger, perdre dans l'histoire de l'autre. Parfois, je suis entièrement en moi, où je l'écoute, mais à la fois, tiens, mais non, je ne suis pas d'accord, je vais lui répondre ceci, je vais argumenter, j'ai ma réponse toute prête. Et donc, il est intéressant, quand j'écoute quelqu'un, de faire ce qu'on appelle une écoute 50-50, bon, ça peut être 60-40, mais vraiment de faire le va-et-vient. J'écoute l'autre, et en même temps, comment je me sens moi, et ça peut m'aider de me réancrer en sentant simplement les pieds sur le sol, et donc je fais le va-et-vient dans une écoute vraiment, vraiment intéressante. Alors, la pleine conscience va nous aider à développer cette gentillesse envers nous-mêmes, dont peut-être nous n'avons pas l'habitude, qui nous semble inappropriée, inadéquate, et pourtant, elle diminue la peur de l'échec, le perfectionnisme, favorise le sentiment de sécurité intérieure, la curiosité et booste la relation à l'autre. Et là, j'avais envie de vous lire une petite phrase de Saki Santorelli. Saki Santorelli est un enseignant de méditation américain qui nous dit ceci. « La pleine conscience est un acte d'hospitalité, une façon d'apprendre à nous traiter nous-mêmes avec une bonté et une sollicitude qui s'infiltrent lentement dans les niches les plus profondes de notre être et qui progressivement nous offre la possibilité de nous relier aux autres de la même manière. » Voilà. Alors, concrètement, ok, on parle beaucoup de pleine conscience, mais vous pourriez dire, oui, mais comment je fais, moi, pour... Alors, il y a différentes pistes. Je vous ai parlé du cycle de pleine conscience qui a été proposé par Jon Kabat-Zinn et qui peut se donner, qui se donne maintenant partout dans le monde entier. Des dizaines de milliers de personnes ont suivi ce cycle. Ce cycle qui consiste donc en 8 séances, à raison d'une séance par semaine. Ces séances durent 2h30 et qui permet vraiment d'installer les bases de la pleine conscience. Alors dans ces cycles, on va à la fois approcher des méditations dites plus formelles,
comme la méditation assise, la méditation du scan corporel, des mouvements doux et la méditation marchée. Mais on va aussi aller voir dans la vie quotidienne tout ce qu'on appellera des méditations informelles. Comment pouvoir, dans ma vie de tous les jours, pouvoir mettre des moments de présence, de pleine conscience. Donc, comme je le dis, vous pouvez faire ça via un cycle, ça, c'est un bon moyen pour démarrer. Des cycles, il y en a partout, certains hôpitaux aussi en proposent, certaines institutions. Mais vous pouvez aussi vous dire, oui, moi, j'ai pas envie de suivre ça. Et vous avez également d'excellentes sources, que ce soit par des livres, livres de Christophe André, de Bob Stahl, d'Edelmax, qui proposent également des petites pratiques de méditation qu'on peut soit par CD, soit par téléchargement, et qui peuvent vraiment être, et qui peuvent également être modulées en 8 semaines. Donc, vous faites vraiment le chemin des 8 semaines, mais par vous-même. Et il existe aussi une multitude de méditations accessibles sur YouTube et tout à fait valables. Bon, là, il faut un peu choisir, parce que parfois on tombe sur des trucs un peu perchés. Mais si vous tapez vraiment en pleine conscience, et certaines personnes, enfin, comme Fabrice Midal, Nicole Bordereau, John Kabat-Zinn, voilà, vous trouvez des méditations qui peuvent vraiment être aidantes. Il y en a même dans des applications maintenant, plusieurs applications. Vous avez peut-être entendu parler de Petit Bambou, de Mind, de Presence, qui peuvent vraiment, on met ça sur ton téléphone et ok, j'ai un moment d'attente, je suis dans une file ou dans la queue ou dans une salle d'attente, je peux voilà, écouter une petite méditation. Et l'important aussi, comme je le dis, c'est ces méditations informelles. Comment dans ma vie de tous les jours et des vies bien affairées, bien remplies, bien occupées, comment je vais pouvoir régulièrement m'arrêter et me dire qu'est-ce qui se passe là ? Comment ça va ? Alors, j'imagine que vous pourriez penser, c'est très joli tout ça, mais c'est de la théorie. Elle ne connaît pas notre vie, nous on court dans tous les sens et on n'a absolument pas le temps de s'arrêter, respirer, mettre de la pleine conscience. Et là, j'ai envie de vous dire... Oh non, c'était pas ça. Attendez, j'étais trop vite. J'ai envie de vous dire que... Et de voir avec vous quelques petites pistes. Il y a de nombreux moments dans vos vies, vous vous lavez les mains, très, très, très régulièrement. Est-ce que pendant que vous vous lavez les mains, ça pourrait être intéressant d'en faire une petite pratique de pleine conscience ? Je me lave les mains, sans penser à ce que je vais faire après et puis galoper dans telle chambre. Je me lave les mains et je me lave les mains. C'est-à-dire que je ressens l'eau sur mes mains, la température de l'eau, je ressens le contact des doigts entre eux, des paumes des mains, je sens peut-être l'odeur du savon, le contact du papier. Quand je me lave les mains, je me lave les mains. Quand je vais répondre à une sonnette dans une chambre, je peux simplement sentir mes pas sur le sol, juste sentir les pas sur le sol, et je suis vraiment là. Quand je suis devant l'ascenseur, je vais attendre l'ascenseur, parfois c'est un peu long, également, juste, ok, je suis bien là. Et je prends une grande respiration. Quand je suis au vestiaire, où c'est toujours la course, je suis arrivée en retard, et les portes claquent, et les vêtements tombent par terre, et je pars avec les lacets à moitié faits, est-ce que je ne peux pas juste, quand je m'habille, je m'habille. Quand je fais mes lacets, je fais mes lacets. Quand je prépare le chariot des médicaments, des pansements, en ayant la tête ailleurs, ça serait quand même plus intéressant d'être vraiment là à ce moment-là, plutôt que d'arriver au bout du couloir et me rendre compte que j'ai oublié tel pansement, tel traitement, et de galoper pour aller le rechercher. Quand je mange, plutôt que d'être sur mon GSM qui est complètement chronophage, est-ce que je peux simplement au moins prendre la première bouchée vraiment en pleine conscience ? Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire vraiment développer, ok, je regarde ce que je mange, est-ce que ça a une odeur ? Je me concentre sur le goût que ça fait, sur le fait de déglutir. Et donc, à de multiples moments, même il y a le rapport le matin, je suis encore complètement dans ce que j'ai vécu avant, comme j'ai galopé déjà pour arriver tout juste, et que ma tête est remplie de ce que je dois encore faire à la fin de la journée, je ne vais pas écouter des informations importantes. Est-ce que je peux parfois... Je me dis même, ça serait intéressant d'avoir un rapport le matin. Ok, chacun prend une bonne respiration et je pose le corps, je pose l'esprit et je suis vraiment là à écouter. Et tout ça ne demande pas du temps, tout ça est juste dans nos vies.
Si je suis au téléphone, que je dois prendre le téléphone, parfois il y a 2-3 sonneries avant qu'on décroche, j'écoute. Comment je vais? Je sens mes pieds, je sens mon souffle. Voilà, c'est quelques petits moyens, mais vous aurez certainement beaucoup, beaucoup plus d'imagination pour pouvoir mettre tous ces petits moments de pleine conscience. Je voudrais faire une petite pratique avec vous. Et donc, voilà, j'ai pris mes petites clochettes. Petites clochettes, donc, qui, le son des clochettes nous invite déjà à nous arrêter. Alors, je vous propose de mettre les pieds bien à plat sur le sol, le dos bien droit, sans être rigide. Si c'est OK pour vous, les yeux sont fermés ou bien ils fixent un point devant vous. Et déjà, peut-être cette image peut vous parler. Imaginez que voilà, il y a une boule à neige qui a été bien agitée, là, avec tout ce qui s'est déjà passé dans la matinée. Imaginez que cette boule à neige, là, on la pose là sur le sol et la neige, tout doucement, se pose et fait découvrir le paysage. Et de la même façon, mon attention se pose, mon corps se pose. Et donc d'abord, ressentir les pieds sur le sol, le pied gauche, le contact du pied gauche sur le sol, le pied droit, les fesses sur le support, percevoir le dos qui s'élève. C'est quoi être assis maintenant? Et puis doucement, je vous invite à porter l'attention sur le souffle. Sentir le souffle qui entre, le souffle qui sort. Et peut-être porter votre attention sur la zone du corps où le souffle vous semble le plus vivant, le plus perceptible. C'est peut-être le ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme du souffle. C'est peut-être le thorax qui se soulève et s'abaisse. C'est peut-être le nez où vous sentez le passage de l'air à l'inspiration et à l'expiration. Et permettre à votre attention de se déplacer dans cette partie du corps, juste attentif à chaque inspiration et à chaque expiration. Sans modifier le souffle, en laissant le souffle respirer de lui-même. C'est comment quand j'inspire. C'est comment quand j'expire. Et à un moment donné, inévitablement, votre esprit va partir ailleurs, perdu dans des pensées, des rêveries, des commentaires, des planifications. Et nous savons que c'est tout à fait normal, donc nul besoin de se juger pour cela. Simplement, lorsque je me rends compte que mon esprit est parti ailleurs, je reviens à cet instant, je reviens à cette inspiration, je reviens à cette expiration. Et puis mon esprit va partir et je reviens encore et encore.
Et puis je vais voir du côté de ma météo intérieure, là, qu'est-ce qui est présent là comme émotion, émotion agréable ou désagréable, sans évaluer, sans analyser, juste qu'est-ce qui est là, juste maintenant comme émotion. Et puis je vais vous inviter pour terminer cette petite méditation à juste écouter le son des clochettes, comme si vous n'étiez juste qu'une grande oreille qui écoute. Voilà, on aurait pu la faire beaucoup plus longue, mais l'horaire est là. En conclusion, voilà, je voulais vous dire que pour moi, la pleine conscience, ça peut vraiment apporter du bénéfice pour le soignant, en proposant une meilleure qualité de vie au travail, et également pour le patient. Alors, je voulais vous terminer par le témoignage d'une collègue. Honnêtement, si je n'avais pas fait la pleine conscience, je ne suis pas sûre que je serais encore au boulot à cause du stress, de l'épuisement. Et pourtant, j'aime mon travail. Mais il est difficile et je me laisse régulièrement submerger par mes émotions, comme l'énervement, la colère. Avec la pratique de la pleine conscience, j'ai vu des modifications dans ma façon d'être. J'ai changé ma façon de voir, j'ai un autre regard. Avec cette pratique, je suis toujours là et heureuse d'être là. Et je voudrais conclure, juste avant de voir s'il y avait des questions, par une petite invitation. On pourrait se dire, voilà, cette journée, je vais en faire aussi une journée de pratique, dans le sens de, est-ce que je peux avoir l'intention d'être pleinement présent, en tout cas du mieux que je peux pendant toute cette journée. Vous allez avoir des tas d'exposés intéressants, vous allez rencontrer des belles personnes, on est dans un cadre magnifique. Et donc, pourquoi pas déjà s'entraîner à se dire, je suis présent du mieux que je peux. Chaque fois que je pars dans ma liste, ma to-do list, ok, je reviens ici. Et vous allez voir aussi que, je n'en ai pas parlé, mais la pleine conscience amène plus de bien-être et puis aussi nous emmener vers la gratitude. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et puis, est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment très intéressant. Il y a eu un silence total pendant le petit exercice qu'on a fait. C'était vraiment très impressionnant. Et puis après, il y a eu le réveil de tout le monde, un brouhaha de bruit. Tout le monde avait envie de partager. Absolument. Là. Donc, s'il y a plein de bruit, je présume qu'il y a plein de questions aussi. Donc, est-ce que vous en avez peut-être pour Bernadette ? Est-ce que quelqu'un a une petite question ? Oui. On va juste prendre le micro, comme ça tout le monde peut vous entendre, voilà. Moi, c'est juste une réflexion, mais je suis convaincue de la pleine conscience. Moi, j'avais rencontré Madame Fémonville, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une anesthésiste sur Liège, mais qui pratique l'hypnose, et qui avait parlé il y a des années de la pleine conscience quand on était avec les patients, justement. Et c'est vrai que moi, depuis quelques années, c'est vraiment quelque chose que j'essaye. Après, il faut tout le temps se remettre, mais oui. Mais moi, je trouve que ça se rapproche quand même très fort de l'humanisme dans les soins, qui est en fait une philosophie de soins qui pour moi prône justement l'authenticité, le fait de se recentrer, etc. Et qui est protectrice, qui a montré exactement la même chose, en fait, qui a montré la protection du burn-out des soignants. Et je pense qu'Erasme est passé dans ce paradigme de soins. Mais voilà, donc, parce que je crois quand même... C'est très bien et je suis convaincue et que c'est un travail qu'on doit faire personnellement, mais je crois qu'il reste un problème institutionnel pour les soignants et je pense qu'il ne faut pas aller dans une dérive. Alors, c'est là que je vais mettre le point négatif. Il ne faudrait pas qu'une institution se donne bonne conscience en faisant des séances de méditation et ne rien réfléchir d'autre à côté, parce que je pense que là, on passerait à côté du bien-être des soignants. Alors,
ça serait de toute façon positif pour les soignants, pour leur vie privée, pour leurs émotions, etc. Mais je pense que ça serait très dédouanant pour l'institution. Mais enfin voilà, c'est un peu parfois le bémol que j'y mets, même si je suis convaincue. Là, je vous rejoins parfaitement, et c'est pour ça que il faut vraiment veiller à ne pas instrumentaliser la pleine conscience. Ok, comme vous dites, je vais faire de la pleine conscience à mon personnel. Et en plus, ils vont être plus efficaces, plus performants, plus concentrés. Donc, ils vont encore mieux travailler. Donc, quelque part, je vais leur demander encore plus. Donc là, on a tout faux, évidemment. Donc voilà, il faut voir dans quel esprit. C'est un risque. Voilà, c'est un risque et qu'il faut avoir bien en tête. On est d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question, une réflexion par rapport à tout ce qui a été dit? Non. Moi, j'en avais deux petites, et puis après, on passera au prochain orateur ou oratrice dans ce cas-ci. Au niveau de la durée, parce qu'on vient de faire un petit exercice, est-ce qu'il y a une durée, entre guillemets, recommandée pour dire là, c'est vraiment suffisant pour pouvoir bénéficier justement de l'impact? Alors, pendant le programme, on propose des durées assez importantes de 30 minutes, voire 40 minutes. Mais ça, c'est vraiment pour, j'ai envie de dire, la rampe de lancement. Par après, à chacun à trouver sa durée. Si vous méditez 10 minutes par jour, c'est mieux que 0, et c'est déjà génial. Et un enseignant de méditation, Goldstein, il dit, allez vous asseoir sur votre banc, sur votre coussin. Déjà que quelques secondes, mais en général, quand j'ai su quelques secondes, j'ai envie d'y rester. Parce que l'idée, c'est parfois prendre, ok, je vais m'y mettre, je vais faire ça après, et alors je trouve jamais le temps. Donc, c'est intéressant aussi que ça puisse devenir un rituel. Mais si je médite 15 minutes, 20 minutes par jour, c'est déjà extraordinaire, extraordinaire. Oui. Okay. Et déjà, bien sûr pas quelques secondes, mais déjà après 10 minutes, 15 minutes, on va voir des modifications structurelles au niveau du cerveau. Ok, super. En tout cas, moi, je me sens complètement zen. Je me suis dit, il faut que je décroche à un moment donné parce que sinon, je ne vais plus me lever de la chaise. Mais c'était vraiment super intéressant. Donc, merci beaucoup et encore vos applaudissements pour cette super présentation. Merci.